Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sixième jour de confinement. Voilà, c'est un peu dur, mais on poursuit. Donc moi, je vais continuer la lecture d'Eclipse, donc mon premier roman. J'ai pas vraiment eu de retour, je sais pas si ça intéresse quelqu'un ou pas, mais je vais quand même finir au moins le premier chapitre, pas aujourd'hui, mais je pense, dans la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse vraiment, vous me le dites. Voilà, je peux continuer la lecture. Sinon, c'est pas grave, j'en resterai là. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous, voilà, pour ceux qui auraient envie de découvrir un peu la fantasy ou ceux qui aiment la fantasy. Donc je reprends là où je m'étais arrêté. Je vais juste faire une précision. J'avais dit dans la vidéo précédente que l'histoire se passait en 2648. J'ai oublié de préciser que c'était le calendrier divin. Pour les hommes, ce serait équivaut, dans mon histoire, à l'année 777, puisque ça se passe dans un monde plutôt féodal. Ok. Je vais un peu résumer juste les premières pages que j'ai lues, sinon je vous renvoie vraiment à la première vidéo. Donc c'est juste une jeune fille qui se balade un peu en dehors du royaume, et elle rencontre quatre cavaliers qui demandent leur route, parce qu'ils veulent se rendre à la cité de Niel. Voilà, et on reprend là, donc juste ils allaient se quitter. Elle s'inclina en signe de salutation. Le cavalier tira sur ses rênes et reprit avec ses compagnons la route menant à Niel, la grande cité des hommes. Elle les regardait partir sans pouvoir bouger. Elle ne vit bientôt qu'une sombre masse de poussière, s'éloignant peu à peu pour disparaître dans les épaisses forêts du royaume. Elle resta encore quelques minutes appuyée contre l'arbre à la rugueuse écorce, l'esprit songeur. Puis elle se mit à courir à travers champs. Son rire d'une spontanéité son rire d'une spontanéité certaine envahit toute la plaine. Les oiseaux qui se trouvaient sur son passage, effrayés, s'envolèrent haut dans le ciel, avant de retourner se nicher dans les hautes herbes. Elle courut ainsi pendant une demi-lieue au moins. Elle était hors d'haleine, son front et son dos luisaient légèrement. Elle avait franchi les plaines des vergers qui s'étendaient de la forêt blanche du sud jusqu'aux collines perlées du nord. Au-delà de ces collines se dressaient de vieilles montagnes dont les sommets n'étaient guère conséquents. Celles-ci marquaient les frontières nord du grand et puissant royaume de Niel. On pouvait voir s'élever là quelques remparts nouvellement renforcés. Ils assuraient une importante sécurité pour le pays. Là vivaient des centaines d'hommes, des soldats armés de lances, d'épées et de haches aux tranchants létals. La jeune fille atteignit ensuite les collines douces, situées à l'est du pays. Elle avait retiré ses belles chaussures de cuir et avait considérablement ralenti la cadence de sa course folle. Elle grimpa sur la plus haute colline et s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Elle s'assit délicatement sur une grosse pierre grise. Elle regarda vers le sud et vit un troupeau de moutons, accompagné d'un jeune berger dont elle ne connaissait pas le nom, et d'un vieux chien au poil gris et blanc, allongé au pied de son maître. Elle aperçut ensuite les premiers arbres de la forêt blanche. Celle-ci était faite en quart de cercle. Elle partait du sud pour remonter jusqu'à l'est, embrassant ainsi les collines douces et les plaines des vergers. À l'orée de la forêt blanche, il y avait quelques bâtisses de pierre et de bois blanc. Parmi ces habitations vivait la famille de Katrina, la meilleure amie de la jeune fille. Elle s'était rencontrée dans les plaines des vergers quelques années auparavant. Alors qu'elle flânait près de ces champs bucoliques, elle avait vu la jeune Katrina travailler malaisément la terre encore vierge. Celle-ci portait de vieux haillons élimés de toutes parts et aux couleurs ternes. Son visage, plein de poussière et de terre, semblait triste et las. Ses longs cheveux noirs étaient attachés par un vieux bout de corde brute. Elle s'était avancée et avait demandé d'un ton innocent et dénué de tacite arrogance. Gentille demoiselle, que faites-vous là? Oh, votre Altesse! Eh bien, vous ne désirez pas répondre à ma question? Serait-elle discourtoise? Oh non, votre Altesse, c'est que je suis un peu surprise. Une telle visite est plutôt inaccoutumée. J'ai bien l'impression que vous ne répondrez donc jamais à ma demande. Veuillez pardonner mon enfance. Je vous pardonnerai une fois que vous m'aurez enfin répondu. Je travaille simplement la terre, votre Altesse, pour la prochaine semence du renouveau. Mais ce n'est guère un travail pour vous. Regardez vos mains, elles sont pleines d'écorchures et de griffures en tout genre. Vous savez, l'état de mes mains importe peu. Mon tendre père est malade, c'est donc à moi de le remplacer. Mais vous êtes si jeune, comment peut-on accepter une telle chose?
Son Altesse ne sait donc pas qu'il en est ainsi pour tous les Kovadjis du royaume. Nous travaillons la terre très jeune, de génération en génération. Je n'ai jamais entendu pareille chose dans tous les livres que j'ai lus jusqu'ici. Il ne serait pas intéressant de lire de telles histoires dans les livres, Votre Altesse. La jeune fille s'était sentie ridicule face à la jeune paysanne. Elle n'avait jusqu'à ce jour jamais quitté les jardins du château, et elle était restée enfermée dans une bulle protectrice. Son père et ses précepteurs ne lui avaient jamais dressé de portrait du monde tel qu'il semblait l'être réellement. Néanmoins, aussi ingénue fut-elle, la jeune dame était une enfant particulièrement curieuse. Ainsi, elle retourna voir plusieurs fois, le plus souvent en catimini, la jolie Katrina, afin qu'elle lui racontât comment vivaient les gens du peuple, ceux qui séjournaient en dehors de la citadelle. En contrepartie, la jeune princesse lui enseigna l'art des lettres et quelques chants de la cour. Elles devinrent rapidement de véritables amies, car elles étaient l'une comme l'autre des jeunes filles dotées d'une extraordinaire générosité et d'un profond altruisme. Elle reprit sa route pour descendre la colline, puis se posta devant la porte de la plus petite des maisons et donna 3 coups brefs. Cathy, êtes-vous ici? Nulle réponse. Elle poussa légèrement la porte, celle-ci n'était pas fermée, et s'entrouvit dans un puissant grincement. Néanmoins, elle n'osa pas entrer sans permission. Elle resta figée, telle une statue. Son esprit était encore dans les champs de la plaine des vergers, face au doux et charismatique visage des 4 mystérieux cavaliers. Dame Eva, que faites-vous ici? Eva sursauta, légèrement. Le retour à la réalité fut brutal. Elle se retourna. Katrina se tenait là, du linge propre et fraîchement séché à la main. Son visage mat était marqué par la fatigue, et le soleil avait trop souvent brûlé sa peau d'enfant. Vous m'avez fait grand-peur, mon ami, mais rentrons vite, je suis venu en hâte pour vous conter ma bonne rencontre. Vous êtes rempli de mystère aujourd'hui. Rentrons vite, vous dis-je, je ne saurais attendre davantage. La jeune paysanne invita donc Eva à entrer dans sa modeste demeure, qui comportait seulement 3 pièces. La jeune fille aux longs cheveux dorés s'assit sur une chaise, après que son amie eut bien pris le soin d'y passer un vieux linge bleu et d'y installer un joli petit coussin rose, qu'elle avait elle-même confectionné pendant ses longues soirées d'hiver, près de la cheminée. Depuis la mort de sa mère, Katrina vivait seule. Eva passait souvent lui rendre visite et lui apportait de somptueux cadeaux, des étoffes issues de la plus renommée des merceries du royaume, de jolies poupées faites de porcelaine, des confiseries que la brune paysanne gardait toujours pour les grandes occasions et qu'elle rangeait dans de plaisantes boîtes de bois blanc. Elle refusait toujours ces présents, pensant qu'ils étaient bien trop luxueux pour une fille de sa condition. Mais Eva insistait tellement qu'elle finissait par les accepter, sans ressentir une quelconque gêne. En retour, aussi modeste fût-il, elle lui faisait don de ses ouvrages, tels que de doux oreillers ou des rubans à cheveux faits de soie. Autour d'une chaude boisson, parfumée à base d'herbes bienveillantes et curatives, récemment coupées dans les profondeurs de la lumineuse forêt blanche, Eva raconta dans les moindres détails, si minutieusement que Katrina put presque vivre la scène dès qu'elle fut jouée, sa rencontre avec les nobles cavaliers. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait apparaître leur visage si pur et si doux. Son amie l'écoutait avec admiration et envie. Et je vois que la caméra a bougé. Les 4 paladins quittèrent l'ombrage des somptueux arbres de la forêt. Leurs cuirasses dorées brillaient à présent sous les lumineux rayons du soleil. La brise avait plus que jamais un goût saumâtre et faisait danser les crinières des chevaux. On entendait le cri des mouettes s'élever et se mêler au doux bruit des vagues, lesquelles venaient mourir avec fracas sur les plages de sable et sur les rochers. Là, devant eux, se dressait la grande cité de Niel, aux grandes tours rosées. Les pierres utilisées pour la construction de cette noble capitale provenaient de la très réputée carrière de l'Aube, où l'on trouvait en abondance des blocs de milly, au teint de saumon, ou encore l'ourdva, dont les couleurs tiraient sur le gris clair. Niel s'élevait fièrement, telle une montagne, au bord de la mer. La partie est de la capitale se dressait en haut d'une interminable et abrupte falaise. Vus de l'océan, leur corps entrelacé n'était plus qu'un titanesque pilier reliant la terre aux cieux. Au sommet des tours flottaient énergiquement des oriflammes aux couleurs du royaume, sur lesquelles étaient brodées les armoiries royales. La cité était composée de 2 niveaux. Au premier, de nombreuses fortifications entouraient la ville, où résidaient les sujets du roi, principalement des artisans et leurs familles, ainsi que les soldats en permission. Les habitants fourmillaient entre les rues étroites et couvertes de pavés gris et blancs,
où moultes enseignes se balançaient dans de sinistres grincements. Niel était particulièrement animé. Les camelots prenaient place dans les allées principales et essayaient d'appréhender les passants en criant à tue-tête les bienfaits de leurs produits. Sur les stands, souvent de fortune, luisaient quelques lottes et carpes fraîchement pêchées dans les rivières de la forêt blanche. Sur d'autres, des crabes encore vivants avaient été déposés à côté de thons à la chair délicieuse. Le palais royal se situait au centre même de la ville. Il avait été construit sur une petite colline, ce qui le rendait encore plus majestueux et plus imposant. De nombreux jardins aux mille couleurs et aux exceptionnelles fragrances enluminaient les lieux. Ils avaient droit à une attention particulière. Le roi avait fait quérir les meilleurs maîtres jardiniers de la région. Ils étaient au nombre de 12, ayant chacun à son service une dizaine d'employés hautement qualifiés, œuvrant de l'aube jusqu'au crépuscule. Le jardin que le souverain portait particulièrement en son cœur était sans conteste celui dont s'occupait maître Vink. Situé au nord-est, on y trouvait de nombreuses roses des marais, une variété de fleurs que le maître avait lui-même créée, aux pétales mi-bleutés, mi-argentés. Ces rosiers, de plus de 2 mètres de haut, formaient d'énormes vagues florales. Leur senteur était inqualifiable, tant elles semblaient venir d'un autre monde. Autour du château, de nombreuses douves protégeaient l'enceinte de toute violation et apportaient un supplément de fraîcheur les soirs d'été. Leurs eaux étaient d'une rare pureté et d'un bleu transparent de toute beauté. On pouvait fréquemment y apercevoir des poissons-lunes, dont les écailles violettes et pourpres étincelaient les nuits où la lune était généreuse. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Je répète, si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Et puis moi je vous dis, soyez prudents, restez chez vous, au possible. Bon courage à ceux qui doivent travailler, et on se retrouve bientôt. Bye.